Valtou. Bonjour, merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes député Horizon Bonjour. de Seine-et-Marne, conseiller municipal de Fontainebleau, ancien maire aussi de la ville et ancien ministre de la Santé. À mes côtés, il y a également Sophie Dravinel, donc chroniqueuse politique pour France Télévisions. Alors, première question, vous êtes, je l'ai dit, ancien maire de Fontainebleau. Fontainebleau qui fait aussi partie de votre circonscription. Où en est ce matin la reprise des feux ? Alors, la reprise des feux qu'on avait constatée mercredi soir, c'est terminé, c'est derrière nous. Elles ont, dans la nuit même, c'était des reprises qui dataient de mercredi après-midi pour l'un des foyers, de mercredi soir pour le deuxième foyer. Elles ont été dans la nuit de mercredi à jeudi fixées, comme on dit, c'est-à-dire maîtrisées par les pompiers. Mais le massif est toujours sur surveillance. Je rappelle que ces feux à Fontainebleau, qui sont intervenus avant les feux de Gironde, ont touché 10% du massif, 2000 hectares. Alors évidemment, en hectares, ça paraît moins important, mais c'est la première fois qu'en Île-de-France, qu'au nord de la Loire, on avait un feu de cette ampleur. Et on a vu effectivement des moyens pour lutter contre le feu. 3 Canadair, on se rappelle par peut-être des images, mais 3 Canadair dans le ciel de Fontainebleau, dans le ciel de l'Île-de-France, c'était du jamais vu. Donc un feu inédit par son ampleur ici à Fontainebleau, que l'on continue à surveiller de près. Justement, il faut veiller aux reprises. Justement, est-ce qu'on peut dire que vous vivez avec une épée de Damoclès au-dessus de la tête ? Combien de temps va durer cette surveillance ? Elle va durer sans doute plusieurs semaines, puisque l'une des caractéristiques de cette forêt, et ce qu'on a connu mercredi, c'est effectivement des reprises liées à la tourbe qui est importante, c'est-à-dire cet amoncellement de végétation qui fait que parfois les braises sont cachées, sont enfouies, sont en profondeur et puissent réapparaître. Certains appellent ça les feux zombies. Et donc ça demande une surveillance encore pendant de longues semaines. C'est ce à quoi s'affairent les pompiers de Seine-et-Marne avec tous ceux qui viennent les épauler. C'est un travail de longue haleine. Je le redis, dans notre massif forestier, on connaissait les feux, mais c'était des feux de 4, 5, parfois 10 hectares maximum. Là, on est sur un feu qui est affecté de 2000 hectares, donc c'est évidemment des niveaux jamais vus. Justement, monsieur le député, dans le cadre de cet incendie exceptionnel, certains de vos confrères à l'Assemblée nationale ont dénoncé pour les uns un manque de préparation de l'État et d'autres une absence de moyens ou une insuffisance de moyens alloués à la sécurité civile. Est-ce que vous aussi, vous avez pu constater ça sur le terrain ou une forme d'impréparation face à ce qui est arrivé ? Non, mais on a toujours dans ces moments-là ceux qui s'engouffrent dans les polémiques et font leur miel très politicien de ce genre de choses. Moi, je veux rappeler simplement que des feux qui ont démarré un dimanche après-midi ont amené à la mobilisation immédiate de forces de pompiers, de nombre de pompiers dans des proportions très importantes. On est monté jusqu'à 850, 900 pompiers présents et ça s'est fait en moins de 24 heures. Des moyens aériens, je disais, massifs. On a eu jusqu'à 4 Canadair et qui sont intervenus. Et il n'y avait pas d'impréparation puisque des exercices avec les Canadair avaient été faits il y a quelques années, 3-4 ans, pour justement repérer quel était l'endroit sur la Seine qui permettait aux Canadair d'écoper, c'est-à-dire d'aller chercher de l'eau de manière sécurisée pour eux d'abord, et sécurisée aussi pour les riverains ensuite. Et donc tout ça avait fait l'objet d'exercices préparatoires parce qu'effectivement, ce sujet du réchauffement climatique était dans toutes les têtes. Et je rappelle que quand le feu est parti, la forêt était interdite, c'est-à-dire interdite à la fréquentation, pardon. C'est-à-dire qu'effectivement, il y avait eu, compte tenu des conditions climatiques de début juillet, une décision préfectorale qui était vue avec les élus locaux, qui était vue avec l'ONF et l'ensemble des partenaires, qui interdisait la fréquentation du massif, justement du fait du risque d'incendie. Et donc, on voit bien que ce n'est pas un sujet de manque de préparation. Entendu, le réchauffement climatique était dans toutes les têtes. Alors justement, à propos de réchauffement climatique, est-ce que vous seriez, vous, favorable à l'idée, dans des périodes de canicule, comme celle que traversait la forêt de Fontainebleau au moment de l'incendie, de permettre aux entreprises d'être en chômage partiel ou de s'arrêter, d'interrompre leurs activités, puisqu'on sait qu'un des départs de feu avait été justement provoqué par un environnement professionnel ?
Oui, il semblerait, mais ça, la justice est saisie, il y a une enquête, mais il semblerait qu'une intervention d'une entreprise le long de l'autoroute A6 avait soit à été, voilà. l'origine. Mais je le dis bien, il semblerait, et je le dis au conditionnel, c'est la justice qui le dira. Mais néanmoins, sur ce que vous évoquez, oui, bien sûr que la vie en entreprise, comme la fréquentation des massifs qui sont Et des chantiers. sensibles, et le déroulement des chantiers doit s'adapter au niveau des horaires, au niveau des jours, effectivement, où on constate les pics de chaleur les plus importants. On doit adapter nos règles à un réchauffement climatique dont on sait qu'il va nous provoquer des périodes de canicule de plus en plus marquées. Pour ce qui est du massif forestier, si dans les années qui viennent, il faut à nouveau qu'on puisse envisager des fermetures partielles ou complète du massif lors d'épisodes de grande canicule, on le fera. Et je le redis, le feu s'est déclenché alors même que cette mesure de prévention avait déjà été prise quelques jours avant, et donc le massif était interdit à la fréquentation. Voilà, donc de ce point de vue-là, il n'y avait pas d'impréparation. Vous venez d'en parler, justement, la nécessité aujourd'hui de reconstruire, de rebâtir, de replanter. Il y a ce guichet unique, ce sont les termes d'Emmanuel Macron, voulus donc par le président de la République, réunissant la Fondation du patrimoine, l'ONF et la ville pour replanter, rebâtir. Aujourd'hui, plus d'1 million d'euros ont été collectés par la Fondation du patrimoine. À quoi va servir précisément cet argent ? Alors, cet argent va venir en plus des budgets publics, c'est-à-dire du budget de l'État, de ce que l'ONF, l'État vont consacrer à ce chantier de quand je dis reconstruction, ça peut paraître bizarre comme mot, mais en tout cas, le reboisement, la régénération de ce massif qui va se faire dans le temps, parce que là aussi, il ne s'agit pas de se précipiter, il s'agit aussi peut-être d'étudier la manière dont ce massif doit être reboisé, quelles essences. Il y a des endroits où naturellement la nature va reprendre le dessus assez rapidement, à d'autres endroits plus touchés, ce sera plus difficile et sans doute qu'il faudra un accompagnement des services de l'ONF, qui sont des gens de très grande qualité, très impliqués, et qui font un travail remarquable en ce moment de recensement des dégâts. Et donc oui, cet argent-là, il va venir en plus des budgets publics. Mais vous savez, 1 million d'euros, c'est plus de 8000 dons. C'est-à-dire qu'il y a effectivement un élan autour de cette forêt, et la forêt de Fontainebleau, à l'image des autres forêts, mais il y a un attachement. Il faut rappeler que la forêt de Fontainebleau, c'est le site naturel le plus visité de France. Donc cet attachement, il est réel. Monsieur Valtou, cette forêt devrait être classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, je crois. Qu'est-ce que ça aura comme conséquences concrètes pour le massif ? Alors c'est en cours et normalement dans les 3-4 prochaines années, on devrait effectivement obtenir que cette reconnaissance-là, par extension de l'inscription dont bénéficie le château, eh bien, ce qui est attendu aussi, c'est à partir du moment où on reconnaît la valeur universelle de cette forêt qui a traversé l'histoire, qui est un objet du patrimoine national naturel, la forêt de Fontainebleau, eh bien, ce sera sans doute des moyens, et en tout cas c'est ce qu'on espère, plus adaptés aux spécificités de cette forêt. Je le redis, la forêt de Fontainebleau, le site le plus visité, le site naturel le plus visité de France, 17 millions de visiteurs par an, mais c'est aussi une réserve de biodiversité qui est majeure. Et évidemment, la cicatrice laissée par ce feu, elle est douloureuse et profonde, mais la forêt de Fontainebleau reste un site de biodiversité majeure, et il faut aussi penser évidemment à cette biodiversité, à la grande faune, aux petits animaux, aux oiseaux, aux insectes qui évidemment ont pris cher, si on peut dire ça comme ça, dans cet incendie. Donc voilà, il faut reconstituer cela, et la reconnaissance par l'UNESCO permettra certainement d'adapter les moyens à la gestion très particulière de ce massif. Alors vous êtes aussi, je le rappelle, ancien ministre de la Santé. On a beaucoup parlé des fumées de ces incendies à Fontainebleau, dans le sud-ouest notamment. Quels effets peuvent-elles avoir sur le long terme, ces fumées ? On sait que les fumées ne sont pas neutres, et que respirer ces fumées, bien sûr, ont forcément un impact sur la santé. Après, c'est évidemment la durée d'exposition, l'intensité de l'exposition, et ça, vous inviterez des médecins, ce que je ne suis pas, pour en préciser bien sûr les effets. C'est aussi à prendre en compte, et c'est vrai que dans la réponse que doit bâtir notre pays à ces périodes de canicule qui vont provoquer sans doute des feux
assez régulièrement. Il faut effectivement se prémunir et anticiper la possibilité de voir des populations exposées à des fumées, sachant qu'en plus, les fumées, elles peuvent avoir des répercussions, alors évidemment plus ou moins fortes, mais assez loin du site lui-même du site incendié. La nécessité donc effectivement de repenser les forêts, de repenser aussi ces étés qui risquent de devenir la norme. Merci beaucoup Frédéric Valletoux d'avoir été notre invité ce matin. Vous êtes, je le rappelle, député Horizon de Seine-et-Marne, ancien maire de Fontainebleau et ancien ministre de la Santé.